Parce que pendant longtemps, si tu veux, chômage, ça voulait dire aussi absence de pouvoir d'achat, etc. Donc on se disait, j'aurai un travail et avec ça, je pourrais acheter un appartement, je pourrais partir en Élever mes vacances, enfants. etc. Mais aujourd'hui, ton travail ne te permet plus d'acheter un appartement parce qu'en réalité, tout a augmenté, ne te permet plus de vivre aussi bien que ce que tu vivais parce que tu as une inflation qui est démesurée. Donc en réalité, alors que ça devait être une bonne nouvelle, la reprise du travail, le retour dans l'emploi devait être pour toutes les familles une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, en fait, ça ne te permet plus de vivre. Tu as de plus en plus de travailleurs pauvres, de gens qui n'arrivent pas à se loger. Et donc, nécessairement, on s'en fout un peu parce que ça ne va pas avec l'embellie qu'on espérait. Tout simplement parce qu'il y a une inflation qui est galopante. Et voilà, et donc on est dans une crise terrible. Stéphane Manigold. Non, moi je m'en fous pas. S'en fout, c'est peut-être un problème de riches en réalité. Pourquoi ? Parce que les bonnes nouvelles, c'est que l'État a découvert des cagnottes quand même liées à l'emploi. C'est-à-dire qu'un chômage bas, c'est bon pour les comptes publics. L'État a découvert. C'est-à-dire que les rentrées fiscales sont meilleures, l'impôt sur le revenu, déjà, les rentrées la fiscales TVA. sont meilleures, mais la cagnotte surtout, qui était prévue pour indemniser des personnes sans emploi, eh bien, c'est 4,4 milliards. Ces 4,4 milliards ont quand même permis à l'État de pouvoir faire des chèques à celles et ceux justement qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Tous les chèques qui ont été distribués, ils ne sont pas sortis du ciel. Ils ne viennent pas de l'argent magique. Donc oui, c'est une bonne chose quand le chômage recule. Pourquoi il y a une espèce d'indifférence à ces records en fait de baisse de chômage, alors que pendant des années on était obnubilés, les politiques ne parlaient que de ça, et dans le débat, même dans les grandes gueules, c'était vraiment le débat numéro 1, c'était le débat lié à l'emploi, le chômage. Mais parce que ça fait des décennies déjà, premièrement, que tous les présidents en ont fait leur motif. D'ailleurs, Hollande avait même dit, si le chômage n'a pas baissé, je ne représenterai pas. Bon, il a été un peu empêché par le président Macron. Il faut reconnaître que le chômage a commencé à baisser juste après sous François Hollande. Oui, enfin, ça vraiment, à la fin de son quinquennat, à la fin de son quinquennat, mais c'était déjà trop tard pour lui. Oui. Donc ensuite, c'est des promesses qui sont difficiles de tenir. Ensuite, vraiment, moi, je reste sur la position que c'est une bonne nouvelle parce que rappelons que les retraites, par exemple, sont quand même financées par les actifs. Plus il y a d'actifs, moins on a besoin de rallonger la durée de cotisation dans le temps. Donc c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt des bonnes nouvelles et il faut pas s'en foutre justement parce que ces bonnes nouvelles nous permettent de vivre mieux, permettent une meilleure solidarité, une meilleure redistribution et peut-être se pencher sur effectivement de meilleures conditions pour les salariés. Nous avons nous-mêmes fait des efforts, nous avons dans le secteur augmenté de plus de 16% en moyenne les salaires. C'est des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle pour les salariés, ils ne devraient pas s'en foutre parce que moins il y a plus il y a une pénurie en fait de recrutement, bien plus les employeurs payent cher. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés. Moi je suis ravi que pour le pouvoir d'achat, les salariés gagnent mieux leur vie. Bruno. Après, le chômage est au plus bas. Faut pas oublier non plus qu'il y a quelques tours de passe-passe aussi où tu sors des gens des chiffres. Hein. Ça, on le sait tous. La dernière loi que le gouvernement fait passer, malheureusement, va accentuer ça. Après, il y a un autre sujet, c'est que le chômage baisse un peu. Sauf que la précarité, elle augmente. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont des salaires avec leur salaire, et ça peut aller jusqu'à 1400, 1500 euros, qui peinent à vivre avec ça, quoi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux raconter que ton chômage baisse, mais si les gens vivent de moins en moins bien avec leur salaire, là, tu es en train de créer une tension, et là, tu es en train de créer à un moment donné des travailleurs pauvres. Et je pense qu'en France, on n'a jamais autant de travailleurs pauvres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu peux en entendre partout, dans tous les corps de métier. Tu as beaucoup de gens qui disent, et on l'a entendu encore tout à l'heure, tu as beaucoup de gens qui disent, mais moi, je vis pas avec mon salaire, et donc comment je fais, quoi. Donc avant, la préoccupation c'était de trouver un boulot. Maintenant, la préoccupation c'est de vivre avec ce boulot. Voilà, c'est ça. Et sachant qu'en plus, mais surtout comment tu payes tes courses. Là, tu vois, là on en rentre dans le mois de mars là. Et le mois de mars est inquiétant pour tout le monde parce que les négociations avec les distributeurs pendant les supermarchés viennent d'arriver. Donc tout va augmenter, contrairement à ce que dit le maire. Qui alors lui, comme mytho, ça se pose vraiment là parce que aujourd'hui tout le monde sait que les gens vont souffrir en faisant leurs courses. Tout le monde sait. Aujourd'hui, moi j'ai des amis, quand je discute avec plein de gens autour de moi, les gens me disent ouais, le premier panier de courses du mois je l'ai fait, le deuxième déjà il est un peu plus petit et le troisième à la fin je compte tout, je prends les produits les moins chers et après on va parler du bio, mais et on est en plein dedans. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ils ont plus les moyens de faire leurs courses correctement et donc dès le 10, peut-être même avant, tu as des gens qui commencent déjà à réfléchir comment je vais faire pour finir le mois. Donc la précarité elle augmente, c'est ça le sujet, hein. Oui, mais la lutte contre la précarité, moi je trouve qu'en plus on a, dans ce contexte de guerre, les Russes ont quand même participé à un drame en Ukraine déjà, ça c'est terrible, mais ça a eu comme conséquence l'inflation. Et heureusement qu'en France, le taux de chômage a baissé. Parce que t'imagines, tu prends un taux de chômage fort à 12%, le conflit en Ukraine avec une inflation,
Mais c'est germinal, hein, la France. Enfin, moi, je me rappelle Non, quand mais même vraiment, que les ministres, là, ils disaient tous, et Le Maire le premier, on va mettre la Russie à genoux économiquement et tout. Aujourd'hui, la Russie, elle rigole, elle a ses copains chinois et indiens qui font ce qu'ils veulent avec elle. Donc, je veux dire, aujourd'hui, le sujet, c'est qu'au lieu de regarder vers l'extérieur, regardons un peu chez nous et faisons vraiment le combat contre la précarité. C'est-à-dire que moi, j'entends tout le monde te dire, et t'as plein de chefs d'entreprise qui disent, ah, mais moi, je peux pas augmenter les salaires parce que machin. Ah, mais à un moment donné, baisser les marges, quoi. Enfin, l'histoire, c'est mais tu peux, toi, tout à l'heure, je t'entendais en train de me dire, et j'entends que toi, tu fais truc pour tes salariés. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent même pas aller manger chez toi. Ils pourraient même pas se payer l'entrée, voire même un verre, parce que les gens ne peuvent plus sortir. Mais si, quelqu'un qui gagne 1400 balles, il ira pas dans un restaurant. On n'est pas à 1400 balles. Oui, mais t'as de plus en plus. Non, mais je veux dire, faut pas je suis à 29 € entrée plat dessert. Je peux te sortir. Mais les plein gens, de ils n'ont pas restaurants. 29 balles. Ils vont faire leur course pour 29 €. Je te réponds parce que tu m'as attaqué personnellement. Mais non, mais Ensuite, je ne l'ai pas attaqué personnellement. Je te dis juste, c'est une comparaison. Tout à l'heure, le monsieur qui nous disait qu'il avait employé des dames qui font de la service à la personne. Mais tu crois qu'elles peuvent aller au restaurant à partir du 5 ou du 6? Non, mais en même temps, on voit aussi quand même beaucoup de Français qui refusent des jobs. Johnny Blanc, encore hier, témoignait du fait qu'il demande à Pôle emploi de lui envoyer du monde. Ils sont tous personnes, il y en a 3 qui arrivent, et sur les 3, il y en a 2. Il y en a 2 qui signent, mais qui reviennent pas le lendemain. T'as envie, toi, d'être dirigé par Johnny Blanc? Moi, j'aurais peur quand tu l'entends parler. Non, c'est pas vrai parce qu'il paye bien et en plus sa boîte marche bien. Non, mais moi, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, quand même, on a un drôle de rapport au travail. Pendant des années, notre génération, on ne rêvait qu'une chose, c'est d'avoir des CDI et d'avoir un boulot parce que ça permettait effectivement de vivre. Et aujourd'hui, les gens refusent de bosser parce que ça va pas, parce qu'on doit travailler tôt, parce qu'on doit travailler le week-end, parce que. Non, Olivier, tu sais bien qu'il y a l'effet de seuil aussi. Tu sais bien qu'arriver à un certain niveau, finalement, parce que tu as des aides, etc., et que ces aides vont être interrompues à petit salaire, en fait, des fois, il vaut mieux ne pas travailler. Oui, mais donc on a des problèmes de riches quand même, de pays riches. Bien sûr. 7% de chômage, c'est beaucoup. Non, les gens aimeraient pouvoir vivre de leur métier. Les gens aimeraient pouvoir se loger. Ils ne peuvent plus se loger. Pas tout le monde, c'est pas vrai. Je te parle ça me concerne pas. Je te parle de gens qui en fait ont des revenus qui sont trop bas pour pouvoir se loger. Donc ne pas travailler, ça arrange les choses. Mais dans ce cas-là, Marianne, il faut sortir ceux qui ont des revenus complètement disproportionnés et qui vivent dans des HLM. C'est aussi une réalité. Ça, c'est faut les sortir, ces gens-là. Moi, je suis désolé, ils doivent aller dans le privé. Mais il y a un truc qui m'effraie en fait. Je me souviens de cette période Covid où en fait la France, les Français, les citoyens se sont retroussés les manches, les agriculteurs. Moi, je me souviens de cette époque, on n'en parle pas assez. J'entends régulièrement nous dire les entreprises, les restaurateurs, vous avez pris 10 000 balles par mois. Mais moi, j'aimerais aussi parler de ces agriculteurs qui nous ont envoyé des fruits et légumes et que tous mes chefs, tous mes salariés quasiment, sont venus bénévolement produire près de 200 repas par jour pour l'hôpital militaire de Percy, pour les médecins qui soignaient les médecins. Tout ça, on n'en parle pas. Et cette France-là, moi, j'aimerais aussi qu'à un moment, on positive aussi et qu'on arrête de parler que des choses toxiques. La France, elle est généreuse. Les Français sont généreux et on le voit. Les restos du cœur n'ont jamais été aussi grands. Arrête de dire. Mais tu te rends pas dans la réalité. Les restos du cœur aujourd'hui, ils sont en train d'expliquer qu'ils n'auront même pas les moyens de nourrir tout le monde qu'ils vont avoir. Et en train d'expliquer que la France est généreuse. Le gouvernement, il n'est pas en tout cas. C'est une réalité. Parce que les restos du cœur, ça ne devrait pas exister. Moi, je suis désolé. Ça existait. Non, mais vous vous rendez pas compte. Les restos du cœur, ils n'ont jamais été aussi grands. Mais c'est un truc de fou. Ils n'ont jamais distribué autant de repas. On reconnaît que c'est quand même paradoxal dans un pays champion du monde de la redistribution. Il n'y a pas un pays qui redistribue autant d'argent via les impôts. Comment ça se fait effectivement que les Restos du Cœur nous expliquent qu'il y a de plus de monde? Comment ça se fait? À un moment donné, soit l'argent on le perd, je ne sais pas où on le perd, ou on le distribue trop ailleurs à des gens qui n'en ont pas besoin. Mais je pense que tu connais ta réponse parce que tu le sais où va l'argent. Parce que quand tu as un gouvernement qui te dit que pour prendre une décision, il va te prendre un rapport chez McKinsey à 100 millions, 200 millions et tout, tu vois que cet argent, tu sais pas où il va parce que l'argent est dilapidé par ces gens-là. Aujourd'hui, si toi demain l'argent que tu es prélevé sur tes charges sociales, sur tes cotisations et tout, et on te dit cet argent-là, il sert à ça, et on te dit tiens, t'as donné 10 €, ils vont aller là, peut-être qu'à un moment donné, on sera moins critique vis-à-vis du gouvernement et des gens qui nous dirigent.